Merci. Eh ben, mes chers amis, c'est toujours un honneur et un réel plaisir d'être parmi vous. Alors, je remercie bien sûr l'association Forsk de m'avoir invité à chaque fois. Donc, je suis vraiment honoré de cette invitation. Donc, c'est un peu délicat de parler toujours du diabétique. Ça, c'est très important. Un message avant de commencer ma présentation, c'est essayons d'avoir un langage commun. Essayons d'avoir une attitude commune. Le diabétique, c'est quelqu'un que vous allez suivre toute votre vie. Donc, c'est un patient que vous allez accompagner. Donc, essayons d'avoir une attitude commune et suivre des recommandations communes. Donc, ça, c'est très important. Je remercie bien sûr les laboratoires Merck d'avoir sponsorisé ce symposium. Juste le diabète, la vraie pandémie mondiale. Oui, on a eu le H1N1. Après le H1N1, on a eu le Covid, etc. Mais la vraie pandémie mondiale, c'est le diabète de type 2. Ce diabète de type 2 qui, regardez, en Afrique déjà, 24 millions de diabétiques. 24 millions de diabétiques en Afrique en 2021. Ça, c'est énorme, c'est énorme. Retenez deux chiffres dans cette diapo. Retenez, c'est que un adulte sur 10, aujourd'hui, a un diabète de type 2. C'est beaucoup. Si on prend tout un immeuble, on met dedans que des diabétologues, on n'aura pas le temps de gérer tous ces diabétiques. Et on a autant, regardez, un patient sur deux est diabétique et ne le sait pas. Donc, on sait qu'il y a 240 millions de diabétiques qui le sont et ne le savent pas. Donc, ça, c'est énorme. La vraie pandémie mondiale, c'est le diabète de type 2. Un petit peu de physiopathologie. Je ne vais pas m'attarder sur ça. Juste, ça, il faut savoir que pour être diabétique de type 2, il faut obligatoirement qu'on ait les deux anomalies. La première, c'est une diminution de la sécrétion d'insuline, donc l'insulinopénie. Et la deuxième, c'est avoir de la résistance à l'insuline. Il y a un diabète particulier qui est rare, c'est le diabète, la forme monogénique du diabète de type 2. Mais l'immense majorité, la plupart de vos patients diabétiques de type 2 ont les deux anomalies. Une anomalie bien sûr, de la sécrétion d'insuline et une anomalie de la résistance à l'insuline. On ne peut pas être un diabétique de type 2 si on n'a pas ces deux anomalies. Pourquoi j'insiste sur ce point? Parce qu'on aura, bien sûr, à traiter une anomalie qui est cette fameuse hyperglycémie. Cette hyperglycémie, elle est due à quoi? À ce fameux foie, ce fameux robinet qui libère énormément de sucre dans le sang, à cette insuline qui ne marche pas bien, c'est-à-dire de la résistance à l'insuline, et aussi à ce fameux pancréas qui ne sécrète pas assez d'insuline. Donc, ayez toujours à l'esprit, quand vous donnez un traitement à votre patient, n'importe quel antidiabétique, je n'ai pas dit oral, je n'ai pas dit injectable, n'importe quel traitement du diabète, quand vous le donnez, c'est pour répondre à une anomalie physiopathologique. Bien sûr, on a ce fameux, bien sûr, c'est les médicaments qui vont agir au niveau rénal, ça, professeur Hind Iraqi va en parler tout à l'heure, mais quand vous voulez corriger cette hyperglycémie, vous devez corriger une anomalie physiopathologique. Au fil des années, on a eu, et fort heureusement, de nouvelles molécules qui sont apparues. Et regardez, depuis les sulfamides, 1945, j'aurais pu mettre 1921 et parler de l'insuline aussi, mais depuis ces années, on a fort heureusement un développement dans le traitement du diabétique. Et on a eu plusieurs antidiabétiques oraux qui sont venus. Mais avant 98, avant les années 2000, qu'est-ce qu'on avait? Metformine, sulfamide et les insulines humaines. Donc aujourd'hui, on a tout un panier de médicaments pour gérer notre patient diabétique de type 2. Mais c'est mon message numéro 1. Aujourd'hui, retenez un seul message. C'est que quand vous traitez votre patient diabétique de type 2, quand vous lui donnez un médicament, ce médicament est destiné à une anomalie physiopathologique. Ça, c'est très important. Donc, on ne donne pas deux médicaments qui agissent au même site d'action. Donc, quand je traite un patient diabétique de type 2, je traite et la résistance à l'insuline
et le problème d'insulinopénie. Donc, j'ai toute une panoplie de médicaments pour répondre à l'ensemble des anomalies, bien sûr, physiopathologiques du diabétique de type 2. Au fil des années, tous les ans, les Américains nous sortent des recommandations. Tous les ans, on a des nouvelles recommandations. Que disent les recommandations 2022? 2022, on a le droit d'utiliser toutes les molécules qui existent. Juste, quand vous donnez telle ou telle molécule, je reviens à mon message numéro 1, c'est que cette molécule doit répondre à une anomalie physiopathologique. Donc, on a le droit, bien sûr, et on doit utiliser tout le panier dont on dispose aujourd'hui. Avant, on avait 2 médicaments. Aujourd'hui, on parle carrément de quadrithérapie orale dans le traitement du diabète de type 2. Donc, on peut aller jusqu'à 4 antidiabétiques oraux pour, bien sûr, chez un diabétique de type 2. Je ne parle pas de l'injectable. Donc, ça, c'est des messages importants. Juste, attention, apprenons des leçons des années précédentes. Attention au scandale de 2007 avec la rosiglitazone, où on a constaté une augmentation de la mortalité chez le diabétique de type 2. Bien sûr, ça, on l'a incriminé, on a incriminé la rosiglitazone là-dedans. Depuis, les choses ont changé. La stratégie de gérer le diabétique de type 2, elle a changé. Depuis 2012, les Européens et les Américains ont dit, quand on traite un patient diabétique de type 2, la stratégie doit être centrée sur le patient. Après, les choses ont changé. 2015, en plus d'une stratégie centrée sur le patient, il faut prendre en compte le coût et bien sûr le risque de prise de poids, le risque hypoglycémique chez le patient. Et la dernière, c'est les recommandations européennes et américaines 2018. C'est très important. En plus d'une stratégie centrée, en plus il faut prendre en considération le coût, le risque hypoglycémique, le risque bien sûr de prise de poids. Prenez en compte le risque cardiovasculaire et rénal de votre patient diabétique de type 2. Et depuis 2018, on a changé notre façon de voir le diabétique de type 2. On parle plus que de chiffres, que d'hémoglobine glyquée. On n'a plus cette idée concentrée que sur le chiffre d'hémoglobine glyquée. On va voir le diabétique de type 2 dans sa globalité et surtout, prenez en considération l'état de son cœur et l'état de ses reins. Pourquoi tout ça? Parce qu'on a compris que 50% des diabétiques de type 2 vont malheureusement mourir parce qu'ils vont faire un infarctus ou un accident vasculaire cérébral. Et un diabétique de type 2 qui a une complication, un diabétique de type 2 compliqué, qui a une complication, regardez, au-delà de 60 ans, ça lui réduit son espérance de vie de 12 ans. Donc ça, c'est des messages forts qui nous poussent à, bien sûr, s'acharner sur l'état cardiovasculaire, l'état rénal de notre patient. Et je le répète, notre patient diabétique de type 2 va mourir parce qu'il va nous faire une complication cardiovasculaire. 2022, les recommandations américaines, qu'est-ce qu'elles disent? Oui, chaque patient est un patient à part. Il n'y a pas 2 patients identiques. Et votre objectif d'hémoglobine glyquée ne dépend pas que de l'âge, ne dépend pas que de la glycémie, dépend d'un ensemble de paramètres qui vont définir votre objectif d'hémoglobine glyquée. Les recommandations 2022. Depuis toutes ces dernières années, les Américains nous mettent toujours, première ligne, metformine en première intention. Pour la première fois, c'est vrai qu'il y a eu des recommandations conjointes, bien sûr, de la Société européenne de diabétologie et la Société européenne de cardiologie qui ont émis à peu près la même chose il y a 3 ans. Pour la première fois, les Américains nous disent, votre première ligne dépend des comorbidités de votre patient, dépend de l'état cardiovasculaire de votre patient avant de décider quelle molécule donner. Mais il précise ici clairement, dans l'immense majorité des cas, il doit y avoir de la metformine dans votre traitement. La metformine, cette molécule qui a plus de 60 ans, cette molécule, bien sûr, regardez, qui a survécu. Vous savez, l'histoire, le cycle de vie des antidiabétiques oraux. Vous savez, les antidiabétiques oraux, c'est comme en amour. Hein. Vous savez, quand on vient de se marier, c'est tout feu, tout flamme. Je t'aime, moi non plus. On est heureux, on a une nouvelle. Mais après, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer.
soit il va y avoir du chamaillement et vous allez dépasser tout ça et vous allez vivre toute votre vie ensemble. C'est ça les antidiabétiques oraux. Regardez, je prends l'exemple, bien sûr, de la phénformine, ça c'est des molécules qui ont disparu. C'est des formes particulières de metformine. Je prends aussi l'exemple de la rosiglitazone. La rosiglitazone, quand elle est sortie, on était heureux. C'est magnifique. Mais après, avec le scandale de 2007, la rosiglitazone, elle a été retirée du marché. Donc, après, elle est tombée dans l'eau. Donc, on l'utilise plus. Donc, le cycle de vie des antidiabétiques oraux, regardez, la metformine, elle allait y passer. Mais elle a survécu. Et ces dernières années, elle reste le tapis rouge, bien sûr, le traitement de première intention chez diabétiques de type 2. Cette metformine qui est extraite de cette fameuse plante et qui a été découverte par un Français. Et regardez ce Français, il l'a appelé glucophage. C'est mangeur de glucose. Glucophage. Donc c'est ça d'où vient, bien sûr, ce fameux mot glucophage. C'est ce Français qui a inventé la metformine. La metformine, bien sûr, qui reste le traitement de première intention chez le diabétique de type 2 et qui a obtenu l'AMM dans plusieurs pays. Et je le dis, je le répète, c'est une molécule qui a plus de 60 ans. Il y a plusieurs types de metformine qui sont commercialisés. Et bien sûr, vous savez, le fameux glucophage, c'est le chlorhydrate de metformine. Et vous avez le stagide, c'est l'embonate de metformine. Quelle est la différence quand c'est écrit ici stagide 700? Attention, c'est l'équivalent de 280 mg de chlorhydrate de metformine. Il y a une nouvelle forme qui existe aussi au Maroc, c'est la metformine à libération prolongée. Donc ça, c'est les différentes formes de metformine dont on dispose. Pourquoi la metformine? Tout simplement à cause de l'UKPDS. L'UKPDS nous a appris que dans le bras metformine, vous avez une réduction de la mortalité. Toutes les études menées chez le diabétique, que ce soit chez le type 1 ou chez le type 2, ont démontré une réduction des événements microvasculaires. C'est-à-dire, on réduit le risque de toucher les yeux et les reins. Mais dans le bras metformine, regardez, réduire la mortalité, c'était dans le bras metformine. L'UKPDS nous a appris que le bras metformine réduit de moins 42% le risque de mortalité, moins 39% le risque de faire un infarctus et moins 41% le risque de faire un accident vasculaire cérébral. C'est pour ça le tapis rouge reste la metformine. Mais après les recommandations américaines, qu'est-ce qu'elles disent? Quand vous avez un patient qui est fragile, quand vous avez un patient qui a de l'athérosclérose, qui a de l'insuffisance cardiaque, qui a de l'insuffisance rénale, et où c'est une de ces affections, ou l'ensemble de ces affections, là, votre stratégie thérapeutique va changer, et ces patients-là, vous allez leur proposer, en plus de la metformine, soit un inhibiteur de la SGLT2, soit un analogue du GLP1, indépendamment de votre objectif d'hémoglobine glyquée. Aussi, si vous voulez minimiser le risque hypoglycémique après la metformine, c'est l'escalade thérapeutique. Vous avez le choix, rajouter soit un inhibiteur de la DPP4, soit un analogue du GLP1, soit un inhibiteur de la SGLT2, soit une glitazone. Malheureusement, les glitazones, on les a pas au Maroc. Aussi, si vous voulez éviter ou faire perdre le poids à votre patient, vous avez des patients qui sont obèses, vous voulez leur faire perdre du poids, en plus de la metformine, vous allez rajouter soit un analogue du GLP1, soit un inhibiteur de la SGLT2, etc. Maintenant, le coût. Oui, ce qui nous pose problème, le plus problème au Maroc, c'est le problème du coût. Et ces patients-là, on va bien sûr les gérer. C'est pas parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et tout à l'heure, je vais vous donner une histoire de coût. À peu près, regardez c'est le coût qui vous dérange. En plus de la metformine, vous allez rajouter soit un sulfamide hypoglycémiant, soit une glitazone. Mais comme toujours, les glitazones n'existent pas au Maroc. Donc ça, c'est la stratégie, bien sûr, chez les Américains. Juste un exemple, hein, c'est un schéma assez compliqué, juste pour vous donner une idée sur à peu près le coût moyen mensuel aux États-Unis d'un diabétique de type 2 en matière de médicaments. Et regardez, quand vous donnez par exemple de la metformine, ça tourne aux alentours de 52 $, 53 $ par mois. Quand vous donnez par exemple des sulfamides, attention, il faut donner des sulfamides de deuxième génération.
Donc, c'est-à-dire, soit le glimépiride, soit le glipizide, soit le gliburide. Le gliburide, c'est le glibelclamide, mais ici, c'est le micronisé. Ça coûte, donc le prix moyen coûte aux alentours de 11 $ par mois. Alors qu'il y a ici, regardez, si je donne il y a des GLP-1 qui vont aller jusqu'à presque 1000 $. 1000 $ par mois. Donc, il y a une énorme différence entre 1000 $ et 11 $ par mois. Donc, ça, c'est l'histoire du coût. Les Français aussi ont émis leurs recommandations en fin 2021. Ces recommandations vous disent, ne lisez pas ça, vous allez avoir les diapos après. Juste, chaque patient est un patient à part. Je vais aller à l'extrême. Quand vous avez un patient qui est multicompliqué, qui a énormément de complications, qui peut même pas se gérer tout seul. Nous, on reçoit des patients dans nos cabinets il faut obligatoirement qu'il y ait le fils, qu'il y ait la fille pour donner le traitement. Donc, c'est des patients qui dépendent d'une tierce personne pour gérer leur maladie. Ces patients-là, ne regardez pas que l'hémoglobine glyquée. Essayez que ces patients-là qu'ils aient une glycémie qui tourne aux alentours de 1,52 g. Donc, votre objectif là n'est plus l'hémoglobine glyquée. Votre objectif, c'est que ce patient n'ait pas des glycémies élevées pour qu'il ne se déshydrate pas, pour qu'il n'ait pas de syndrome polyuropolydipsique, etc. Donc, chaque patient est un patient à part. Il n'y a pas deux patients identiques. Et là aussi, les recommandations françaises, on doit utiliser toutes les molécules. Fort heureusement, avant, on avait 2 molécules. Aujourd'hui, on a tout un panier de médicaments. Mais quand vous utilisez un médicament, il faut qu'il cible une anomalie physiopathologique. Les Français, je ne vais pas le détailler parce que ça rejoint exactement ce que disent les Américains juste. Les Français disent, traitement de première intention, c'est la metformine avec les mesures hygiéno-diététiques. Si la metformine ne suffit plus, là, vous allez voir, bien sûr, en plus de la metformine, si votre objectif d'hémoglobine glyquée est supérieur à 7, si vous êtes fixé le fameux chiffre 7, vous pouvez avoir un autre objectif. Donc, après la metformine, soit un inhibiteur de la DPP4, soit un inhibiteur de la SGLT2, soit un analogue du GLP1 ou bien un sulfamide. Donc, vous allez bien sûr avoir une préférence vers l'inhibiteur de la SGLT2 ou l'analogue du GLP1 quand vous avez un patient obèse. Maintenant, quand vous avez des situations particulières, c'est-à-dire quelqu'un qui a de la maladie rénale, quelqu'un qui a de l'insuffisance cardiaque, quelqu'un qui a de l'athérosclérose avérée, en plus de la metformine, bien sûr, vous allez opter vers les nouvelles molécules, indépendamment de votre objectif d'hémoglobine glyquée, soit vous allez rajouter un inhibiteur de la SGLT2, soit vous allez rajouter un analogue du GLP1. Donc ça, c'est des messages très importants que je voulais faire passer. L'escalade thérapeutique, le diabétique de type 2. Le diabète de type 2 est une maladie évolutive. Malheureusement, il n'y a rien au monde capable d'arrêter ou bloquer la destruction des cellules bêta pancréatiques. Donc, au fil des années, la sécrétion des cellules bêta va se détériorer. Donc, vous allez avoir besoin de 2, 3, 4 molécules, insuliner votre patient. Donc, l'escalade thérapeutique chez le diabétique de type 2 est malheureusement inévitable. Et vous allez avoir besoin de la bithérapie, de la trithérapie, etc., jusqu'à arriver à l'insulinothérapie. Donc, avant, on pouvait pas donner, on n'avait pas cette idée de donner 3, 4 antidiabétiques. Maintenant, avec les nouvelles molécules, avec le panier de médicaments dont on dispose, on peut aller à la trithérapie, à insuliner le patient, etc. Donc, mon message très important, il n'y a pas de formule magique pour traiter un diabétique de type 2. Il n'y a pas deux diabétiques identiques. Chaque patient est un patient à part. Quand vous traitez un patient diabétique, le choix de votre traitement, le choix de votre molécule, c'est pour répondre à une anomalie physiopathologique donnée. Donc ça, c'est des messages très importants. Oui, quand vous allez proposer un traitement, attention au cœur de votre patient, attention aux reins de votre patient, attention au risque de prise de poids ou si vous voulez carrément faire perdre le poids à votre patient. Bien sûr, attention au risque hypoglycémique et aussi pensez au coût, à combien ça va coûter le traitement de votre patient. Donc, quand vous allez prendre une décision pour le choix thérapeutique de votre patient, il faut avoir à l'esprit, bien sûr, cet ensemble-là pour décider quel médicament je vais donner
ou quel médicament je vais rajouter, bien sûr, à ce panier de médicaments que déjà a mon patient diabétique de type 2. La personnalisation. Donc ça, c'est important. C'est un mot-clé. Il n'y a pas deux patients identiques. Pourquoi? Parce que les grandes études d'événements, vous savez, l'UKPDS, Advance, VADT, etc., toutes ces études, ça s'appelle des études d'événements, nous ont démontré que le mot-clé, c'est la personnalisation. Chaque patient est un patient à part et merci pour votre attention. Merci, docteur Tzazi, pour votre exposé. Juste rajoute un point, j'ai rajouté juste ce smiley parce que hier, c'était l'anniversaire des 50 ans des smileys. Donc, D'accord. Merci. Je ne sais pas s'il y a une question.